Pour ceux qui avaient la chance d'être là le 2 décembre dernier, ça va être une redite, mais cette table est importante. C'est celle qui évoque la gestion d'une crise face à une cyberattaque. Comme d'après une étude récente qui est parue dans le monde informatique, nous découvrons que 58% des sauvegardes, on parlait de backup sur la table ronde précédente, 58% des sauvegardes échouent, 80% des entreprises souffrent d'un écart un écart de disponibilité entre ce qu'elles devraient bénéficier et ce qu'elles bénéficient activement. 14% des données, nous disait l'article, des données des entreprises ne sont pas sauvegardées du tout. Vous comprendrez comme moi qu'avec en cas de cyberattaque, nous pouvons faire notre formule devenue célèbre Houston, nous avons un problème. Et pour évoquer tous ces aspects, j'ai avec moi Christophe Berthelin, colonel de gendarmerie, commandant la section de recherche et la cellule de lutte contre les criminalités numériques à Marseille. J'ai Kevin Edon, qui était présent sur la table ronde précédente, donc délégué à la sécurité numérique Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. J'ai Christophe Hugon, alors vous avez remarqué, c'est une table de Christophe, là, conseiller municipal délégué à la transparence, l'open data municipal et au système numérique de la ville de Marseille. J'avais Xavier Noig, chef du groupement des systèmes d'information et de communication du SDIS 13, les sapeurs-pompiers de Marseille, des Bouches-du-Rhône, pardon, et Julien Valiant, qui est président de Cyberwing. Alors, je vais commencer par vous, Kevin. Peut-on humainement et techniquement être préparé à une cybercrise? Non, fin de la table ronde. Voilà, mesdames et messieurs, bonne journée. Bon, déjà, je ne vais pas représenter l'ANSSI puisque certains camarades m'ont gentiment fait remarquer que j'allais repartir avec le fauteuil ce soir. Donc, effectivement, par rapport à ce sujet-là, et c'est pour ça que tout à l'heure que Jean Laroumé, qui était à ma gauche, parlait de rendre à César ce qui appartient à César, il y a un point de vue de l'ANSSI qui est de dire, et vous allez reconnaître la phrase de tout à l'heure, il n'y a pas de crise cyber. Pourquoi il n'y a pas de crise cyber? Parce qu'en fait, si une crise n'est que cyber, ce n'est pas une crise. La crise existe que si elle impacte des processus, des données, des fonctionnements qui sont critiques pour votre entité, que ce fût une entreprise, une collectivité ou autre. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Ça veut dire que toutes les entreprises, collectivités ou qui ont déjà commencé à réfléchir à une gestion de crise pour d'autres raisons que la cyber, mais il faut qu'elles gardent ce qu'elles faisaient déjà. Il ne faut pas qu'elles réinventent la roue, il faut qu'elles s'appuient sur ce qui existe en termes de structure, en termes de raisonnement, en termes d'approche. Et donc ça, c'est effectivement une bonne nouvelle. Et pourtant, cette bonne nouvelle, elle est rarement exploitée parce que je vois souvent, dans les endroits que je visite, notamment quand je parle avec les gouvernances, que c'est une réflexion qui est souvent menée totalement à part et qui n'est pas liée entre le cyber et le reste. Or, ça a vraiment du sens de le faire. Pourquoi? Parce qu'énormément de sujets sont communs. Après, il y a quand même des spécificités, c'est peut-être ça où je peux en parler maintenant, des spécificités à garder à l'esprit sur une crise d'origine cyber qui mérite quand même d'adapter l'approche en termes de crise. Alors, je ne vais pas être exhaustif, et donner quelques exemples. Le premier, ce qu'on appelle au sein de l'agence la fulgurance et l'ubiquité des impacts d'une crise d'origine cyber. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut aller très vite et que ça peut faire mal à plein d'endroits différents en même temps, pour le dire vulgairement. Et ça, c'est vrai que dans d'autres crises, on est rarement sur quelque chose d'aussi peu localisé, ça peut vraiment arriver à partout en même temps, et d'aussi rapide. Et donc ça nécessite effectivement des boucles peut-être parfois plus courtes que d'habitude. On est un peu sur l'analogie de la personne qui voit un début d'incendie. Il vaudrait mieux qu'elle jette le verre d'eau pour le début d'incendie, plutôt qu'elle escalade toute la crise et que le temps qu'on ait fait ça, on se retrouve avec 2 camions de pompiers pour essayer d'éteindre ce qui a touché tout l'entrepôt. Donc on a besoin de boucles courtes notamment. Ça c'est vrai, c'est ce qu'on appelle la fulgurance et l'ubiquité des impacts d'une crise d'origine cyber. Autre point, c'est que contrairement à un incendie, ou la plupart des incendies en tout cas, on a face à nous un adversaire. Donc on dirait un ennemi si c'était en treillis. On a un adversaire ou un ennemi, et cet adversaire ou cet ennemi, on ne sait pas toujours, voire on ne sait quasiment jamais, lorsqu'on commence la crise, quel est son objectif ou quels sont ses objectifs. Et donc ça veut dire que lorsqu'on travaille sur une crise d'origine cyber, on n'a pas souvent l'impact immédiatement identifié. On doit se dire qu'est-ce qui peut être l'objet de l'intérêt ou les objets d'intérêt des attaquants que nous avons en face. Et là, ça nécessite aussi une adaptation. Donc on est à parler d'adversaires et d'attaquants. Une autre spécificité, c'est que cet adversaire, cet attaquant, il va réagir. Et donc, ça veut dire que lorsque l'on gère une crise d'origine cyber, il y a besoin de réfléchir, lorsqu'on parle des mesures que l'on va prendre, à l'impact qu'auront ces mesures sur le comportement de l'attaquant lui-même. Il peut y avoir des fois où l'on décide de ne pas être trop visible dans la réaction au début,
Parce que si on est visible, l'attaquant va réagir et potentiellement fera beaucoup plus mal alors qu'on l'a encore assez mal cerné et on ne sait pas où est-ce qu'il est implanté. Donc il peut arriver des fois où on se dit on va prendre un peu de temps pour le faire différemment. Donc c'est aussi une spécificité. Peut-être 2 autres spécificités pour conclure sur ces éléments-là. Une spécificité particulière aussi, c'est le fait qu'on est sur des sujets à haute technicité. Et donc qui dit sujet à haute technicité dit que la gouvernance de l'entreprise ou de la collectivité ou d'autres entités peut vite se sentir dépassée sur ces sujets-là. Et là, il y a une erreur à absolument pas commettre, c'est de la sortir de ce cursus-là ou de lui donner de l'information la plus minimale possible, de toute façon, elle ne comprendra pas. Ça, c'est une erreur majeure parce que la personne ou les personnes qui doivent décider en temps de crise, que ce soit une crise d'origine cyber ou une crise classique, c'est bien la gouvernance de l'entité. Et donc là, on revient sur la notion de préparation, on en parlera tout à l'heure. Ça veut probablement dire que ça vaut le coup d'en parler avant, parce que curieusement, on est tous vachement plus intelligents avant la crise que pendant la crise. Donc c'est bien d'avoir réfléchi avant à ce genre de choses, mais attention, cette spécificité de haute technicité perçue ou réelle nécessite ce travail-là. Et dernier point, et qui est aussi un point parfois d'incompréhension forte avec la gouvernance, je parlais tout à l'heure de fulgurance, c'est vrai que ça va très vite au début, mais ça peut être extrêmement long sur la fin. Remédier à une crise cyber, donc le sens de dire on est revenu à une situation normale, j'en vois un premier rang qui fait signe, remédier à une crise cyber, ça veut dire parfois des semaines, des mois, voire plus d'une année, quoi. Oui, effectivement, on est d'accord. Voire plus d'une année. C'est vraiment se dire que revenir à une situation qui est nominale, qui est acceptable, où on est totalement en confiance sur ce qu'on en a rebâti, on est revenu aux capacités nominales, ça peut être très long. Et ça, c'est aussi particulier, parce que souvent les crises sont quand même plus ciblées dans le temps. Donc, pour passer la parole à mes camarades, juste garder en tête qu'il n'y a pas de crise cyber, il n'y a que des crises d'origine cyber. Excellente nouvelle, tout ce que j'ai déjà construit, je peux le réexploiter. Point d'attention, il y a des spécificités, et ces spécificités, il faut que je les prenne en compte, autrement je vais me sentir quand même très désarmé le jour où ça arrive. En tout cas, avec tous les éléments que tu as décrits, nous avons la chance d'avoir sur cette table ronde 2 personnes qui ont vécu ça de plein fouet. Je vais commencer par, chronologiquement d'ailleurs pour le coup, par Xavier Noig, ingénieur territorial au SDIS 13, qui a été confronté, alors qu'il travaillait pour la métropole de la ville de la métropole dans la nuit du 13 au 14 mars 2020, à le ransomware que nous avons vécu à Marseille. Comment ça s'est traduit dans les faits pour vous ? Alors bonjour à tous, merci de m'avoir invité là sur ce sujet qui m'intéresse particulièrement parce que j'ai été touché il y a bientôt 2 ans quasiment jour pour jour. Aujourd'hui je suis DSI chez les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône, mais il y a 2 ans j'étais chef de service support utilisateur. Et un samedi, donc on a la direction informatique qui m'appelle et qui me dit voilà Xavier, on est en train de subir une attaque. Ça a l'air d'être très sérieux, donc la ville de Marseille serait touchée, la ville de Martigues aussi. Est-ce que tu peux venir ? On va avoir besoin de bras, quoi. Et donc là, je prends mon scooter, je vais vers l'inconnu. J'avais jamais vécu de cyberattaque, hein. Pourtant c'est mon métier l'informatique depuis plus de 20 ans. On en parle beaucoup, mais on le vit rarement. Et donc ce jour-là, j'arrive dans la tour La Marseillaise complètement vide, hein. C'est un samedi, donc il faut imaginer qu'il n'y a personne. Dans un moment, le jour avant les élections municipales et 2-3 jours avant le confinement de tout le monde. Et je retrouve mes collègues dans une petite salle de réunion avec le haut-parleur qui est sur la table. Et on a les mauvaises nouvelles qui tombent petit à petit. Donc une par une, voilà, on n'a plus de système RH, on n'a plus de finances. On est obligé de fermer les piscines, on est obligé de fermer les médiathèques. Voilà, les caméras de vidéosurveillance ne marchent plus. Comment on fait ? Voilà, petit à petit, on égrène en fait et on commence à dérouler la petite pelote et on s'aperçoit qu'effectivement, je rejoins tout à fait le discours, on n'est pas dans une crise cyber, on est vraiment dans une crise métier. Là, c'est la collectivité, c'est la métropole qui d'un coup ne marche plus et on ne sait pas du tout jusqu'où ça va aller. Voilà, donc c'est un instant vertigineux en fait où on se retrouve complètement seul à la DSI, souvent parce qu'on nous confie cette mission à la DSI. Encore une fois, donc DGS est intervenu, mais je l'ai pas beaucoup vu en fait dans cette cellule de crise. Et c'est là le problème, et c'est bien pour ça que je souhaitais participer à cette table ronde. La gestion de crise, c'est essentiel parce que quand on est dedans, il faut la gérer, quoi. Et quand on sent tout le poids d'une collectivité comme la métropole ou comme la ville de Marseille, hein, qui a été attaquée en même temps, et que d'un coup on se dit c'est sur nous que repose l'ensemble des activités, là voilà, ça fait un énorme poids. Et quand il n'y a pas à côté de nous tous les métiers, ça devient extrêmement compliqué. Donc c'est un événement, j'ai envie de dire, très traumatisant quand même.
pour tous ceux qui l'ont vécu. Il y a vraiment ceux qui l'ont vécu et ceux qui l'ont pas vécu. Il y a beaucoup de gens qui en parlent de la cybersécurité. Et je pense que de prendre en fait le prisme de cette gestion de crise, comment on gère la crise, parce que se posent des questions très très terre à terre. C'est comment j'avertis les gens, j'ai plus de mails, j'ai plus de téléphone. On est samedi, comment je contacte mes prestataires, mes sauvegardes, est-ce qu'elles sont bonnes ou pas? Donc on commence tout de suite à comprendre que certaines oui, d'autres non. Quels sont les services hyper critiques à mettre en priorité? Vraiment, c'est un moment de solitude énorme. Alors même si on est plusieurs, c'est un moment très difficile. Quand c'est comme ça généralisé, donc on s'aperçoit aussi qu'il faut contacter tous ses collègues, tous ceux qui pourraient avoir des partenariats, des connexions réseau avec nous, il faut fermer tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête nos serveurs? On l'a fait? Non, il ne fallait pas faire ça. Donc voilà, il faut contacter l'ANSSI, il faut tout de suite avoir les bons réflexes. Et ça se travaille, quoi. C'est vraiment, il faut le faire en avant. On n'était vraiment pas du tout prêt à gérer cette crise. Donc voilà, c'est un sujet important. Il faut le vivre. Et encore une fois, il faut le vivre. Je ne le souhaite pas quand même, mais il faut le vivre pour vraiment comprendre ce que c'est. Ce que ça veut dire que c'est vraiment une crise métier, là, pour le coup. Ce n'est pas une crise cyber. Et voilà, ça c'est essentiel de se préparer là-dessus et tous les métiers doivent concourir. Et cette gestion de crise, en fait, c'est important de la travailler ensemble. C'est pour moi le vrai bon angle d'attaque avec la direction d'une entreprise, c'est de présenter tout de suite quel dispositif de gestion de crise on va mettre en place. On va y revenir, Xavier, après, parce que là, ce que vous venez de nous faire vivre, je l'ai vécu avec Jérôme Poggi lors d'un webinaire en 2021 où il était venu nous expliquer. Vous, vraiment, tous les deux, vous l'avez pris de plein fouet sur la ville de Marseille. Et là, ça me permet de passer la parole à Christophe Hugon, qui est donc l'élu au numérique, et pour le coup, qui arrive alors que la crise est en train d'être en plein milieu, quoi. Vous, la crise est déjà commencée, et en tant que nouvel élu de la ville de Marseille, comment vous l'avez vécu? Alors oui, bonjour à tous. Donc effectivement, le point de vue est complètement différent du point de vue technicien, et c'est ce témoignage-là que je voudrais apporter parce qu'il a un point de vue extérieur, et surtout, il va parler d'une crise à laquelle on ne pense pas automatiquement dans ce genre de situation, qui est une crise démocratique. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez dit, cette attaque a eu lieu juste après ou pendant les élections, donc à un moment extrêmement critique, parce qu'il faut rappeler que ce sont les collectivités locales, notamment les municipalités, qui doivent organiser ces élections-là. Donc c'est extrêmement critique de bloquer tous les métiers. Je fais partie de la nouvelle majorité, donc j'étais entrant à cette époque-là. Et ce qui est extrêmement tentant lorsqu'on est dans cette situation-là, et je pense que ça a traversé l'esprit de tous les Marseillais, voire de tous ceux qui suivaient les élections à la ville de Marseille, c'est le fameux « comme par hasard ». Comme par hasard, on se présente, on est en bonne voie de gagner, et hop, une cyberattaque. Et donc là, on parle d'une crise de confiance et d'une crise de confiance dans les institutions. C'est extrêmement important. Lorsqu'on a gagné, évidemment, ça a effacé une très grande partie des doutes, mais lorsque j'ai commencé à prendre mes fonctions et à travailler avec les services de la ville de Marseille, je me suis évidemment rendu compte que le comme par hasard, c'était surtout les cyberattaquants qui avaient choisi le bon moment pour frapper. Malgré tout, on s'est quand même retrouvé dans une situation où une ville qui devait organiser un élément central de la démocratie de la République française, donc qui fonctionne sur ses systèmes d'élection, ses systèmes de vote, etc., avait été paralysée et avait perdu de la confiance. Et c'est extrêmement important. Malgré ça, les élections se sont passées, les choses ont été organisées correctement, donc il y a eu cette gestion de crise. Donc historiquement, comment est-ce que ça s'est passé? Ça a été un petit peu évoqué, mais il y a eu un comportement anormal des serveurs, une intervention extrêmement rapide, donc tout simplement ça a été débranché. Tout a été fermé. J'aimerais juste préciser un détail, c'est que même si elles avaient été éteintes, la vidéoprotection n'avait pas du tout été touchée parce que c'est un réseau qui est totalement indépendant. Malgré tout, le CSU a été arrêté, les bibliothèques, tout a été arrêté. Pourquoi? Parce qu'il fallait connaître la portée de cette attaque-là. Par la suite, pour faire un petit peu d'historique, les données ont été en quasi-intégralité récupérées. Sauf une vidéo du Muséum d'Histoire de Marseille. C'est un petit peu triste. Maintenant qu'elle n'existe plus, j'aimerais bien la voir. Mais grosso modo, l'idée était qu'on avait un double backup
un backup sous un système d'exploitation et un second sous un second système, donc Windows et Linux. L'attaque était venue de ce qu'on appelle un partenaire de confiance, donc la métropole, et était redescendue vers Marseille et Martigues par les réseaux Microsoft. Donc on a la moitié des backups qui ont été effacés, mais on avait toujours nos données. Donc tout avait été éteint, et puis progressivement, une politique de récupération a été mise en place avec une résilience vis-à-vis du mode qu'on appelle dégradé. Donc, dans certaines situations, c'était tout simplement le papier crayon, mais dans d'autres, ça pouvait être très rapidement une messagerie qui a été mise en place grâce à un prestataire qui vraiment a fait quelque chose d'extraordinaire, déployer une messagerie mail pour une collectivité telle que Marseille en un très court temps. Je pense que c'est 3-4 jours, quelque chose comme ça. Donc c'était extrêmement rapide. Donc il y a eu des efforts très importants qui ont été mis en place pour que la ville fonctionne à nouveau. Les briques ont été remises en place progressivement avec une nouvelle politique de mise à jour, une révision des logiciels métiers, une révision un petit peu de la façon de travailler, des formations. De nouveaux outils ont été mis en place, donc notamment la messagerie avec des solutions qui sont moins, on va dire, homogènes avec ce qui est très souvent utilisé. Donc, c'est une messagerie type BlueMind qui utilise un peu les mêmes protocoles, qui répond aux besoins, tout en étant dans la sphère de l'open source du logiciel libre, ce qui nous permet une certaine protection et surtout un droit de regard de comment ça fonctionne et comment est-ce qu'on travaille avec. Donc, des nouveaux outils ont été déployés. Et assez récemment, il y a 3-4 mois, on est enfin arrivé à 100% de récupération. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce travail-là et cette épreuve qui a été traversée, c'est qu'on est beaucoup plus opérationnel. On a de nouveaux outils, on a de nouvelles façons de voir et on a une sensibilisation qui existe, qu'on voudrait pousser beaucoup plus, c'est-à-dire la préparation à plusieurs choses. D'abord, la conscience du cyber-risque, on va dire, de manière générale, mais aussi la prise de conscience de la méthode de travail, ne pas laisser traîner ses mots de passe, etc. Et de la résilience. C'est extrêmement important parce qu'une des étapes à la fin de cette crise, ça a été aussi le travail qui est en train de se mettre en place avec d'autres collectivités, d'autres municipalités. Il y a notamment la ville de Lyon, la ville de Grenoble, la ville de Strasbourg, la ville de Bordeaux et la ville de Nantes. Donc les adjoints numériques travaillent ensemble autour du numérique responsable de manière extrêmement large. Et on a décidé, dans cette perception du numérique responsable, de faire rentrer la cybersécurité. C'est-à-dire que pour nous, le numérique responsable, ce n'est pas que l'environnement, même si c'est extrêmement central, mais c'est aussi la responsabilité des données. C'est-à-dire qu'on a des données des citoyens, on a des données de santé, on a vraiment une responsabilité RGPD autour de ça. On a une responsabilité autour de la gouvernance. Parce que lorsqu'on fait des backups qui sont décentralisés, qui sont physiquement ailleurs, etc., ça a son importance. Aussi sur l'analyse des données qu'on a pour trouver les virus, etc., savoir ce que les algorithmes font, ce qui s'y passe réellement, c'est extrêmement important. Donc la cybersécurité, pour nous, c'est un sujet qui devient extrêmement responsable, extrêmement transversal surtout, et donc qui touche un petit peu toutes ces thématiques-là. Donc on est effectivement en train d'essayer de voir, de mettre ce nouveau point de vue orienté collectivité. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de solutions et beaucoup de façons de voir, que ce soit la cybersécurité, les logins centralisés, par exemple, les outils, l'interface, l'intégration, etc., c'est très souvent orienté extrêmement entreprise ou particulier. Et il n'y a pas vraiment de solution claire, nette, qui correspond à ce que j'ai appelé un petit peu défini numérique responsable. Il n'existe pas de solution orientée collectivité. Et donc, on a commencé ce travail-là autour de ces sujets-là, et de manière à augmenter un petit peu la résilience, la cybersécurité, etc., d'une manière, avec un point de vue nouveau, quoi, on va dire. Oui, merci Christophe. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Et là, pour le coup, votre retour d'expérience, vous venez de nous le décrire, vous a permis de monter en compétence largement sur la ville de Marseille. Sur la première table ronde, les concours des services de l'État ont été évoqués. Et ça tombe bien, j'ai un représentant de la gendarmerie nationale avec nous, mon colonel Christophe, parce que comme ça, on ne confondra pas. Merci Christophe. La lutte contre la cybercriminalité, c'est un domaine qui est quand même assez loin des délinquants que la gendarmerie a l'habitude de poursuivre. Comment est-ce que l'institution s'est adaptée à cette nouvelle forme de criminalité ?
Alors, le métier de la gendarmerie, c'est aussi la gestion de crise. Alors, bien entendu, la crise locale quotidienne qui touche le citoyen, mais c'est aussi la crise systémique et générale, donc en situation très dégradée. Donc là, nous, on fait des constats et on doit s'adapter en permanence aux menaces. Et donc la menace cyber ne cesse de croître. On a une augmentation extrêmement significative du nombre d'infractions cyber aujourd'hui, une augmentation de 40% entre l'année 2020 et 2021 par exemple. Et donc nécessairement, cette tendance est une tendance lourde pour nous. Donc il a fallu qu'on adapte notre outil. Ça va se poursuivre dans les années à venir. La crise russo-ukrainienne ne fera qu'aggraver ce mouvement-là. Donc on a effectivement réformé notre organisation là-dessus. On a créé ce qu'on appelle un commandement de la gendarmerie pour le cyberespace, donc, que je vais appeler le ComCyber, avec un état-major qui est implanté, alors vous le savez peut-être, au cybercampus de la Défense, avec tous les acteurs publics et privés qui jouent un rôle majeur sur la thématique. Bon, ça correspond à la réalité numérique, amplifiée par la succession de crises globales. Voilà. Et ça s'inscrit aussi parce qu'on n'est pas seul dans la volonté ministérielle d'accompagner et de protéger les Français dans leur vie numérique quotidienne. Voilà. L'idée générale pour nous, bien entendu, c'était à la fois d'accroître notre agilité, notre réactivité et notre lisibilité par rapport à nos partenaires. Donc la gendarmerie a été pionnière en matière de cyber. Elle a intégré l'outil numérique au siècle dernier maintenant. Mais au sein de notre institution, chaque grande famille de métiers, pour l'instant, gérait sa composante numérique de manière séparée. Il y avait la prévention, l'investigation, la formation, la recherche et développement d'un côté. Bon. Dorénavant, la vocation de ce ComCyber, rattaché directement à notre directeur général, il n'y a pas d'intermédiaire, est de placer toutes les unités de gendarmerie exerçant une mission dans le cyberespace sous une bannière unique. Lisible, avec 4 missions opérationnelles principales qui sont l'investigation, donc 10 000 cyber-enquêteurs. Alors ça va du niveau expert au niveau national, avec les experts du C3N, jusqu'à tous nos enquêteurs NTech et référents NTech qu'on trouve dans les brigades territoriales. Il y a aussi l'aspect veille des espaces numériques, qui est la deuxième mission, qui est fondamentale, qui est pour nous en fait de déceler la commission d'infraction via le net. Alors c'est un travail monumental évidemment. Classiquement en 2021, on avait identifié par exemple 111 profils d'individus dangereux ou qui faisaient de l'apologie du terrorisme ou des pédopornographes, qu'on a tous interpellés bien sûr, qui ont donné lieu à des enquêtes. La prévention et la protection, qui est une part très importante de notre action, et la gestion des crises nationales. Pour la sphère qui intéresse la gendarmerie nationale, pour un exemple relativement récent, c'était l'affaire Encrochat qui nous a permis, nous, au niveau national et international, de lutter contre une délinquance de masse à travers l'aspect cyber. Voilà, alors le ComCyber, il est composé de 4 divisions qui sont très classiquement organisées avec il y a une division prévention, une division recherche-développement et expertise, une division investigation, et puis une dernière division partenariat et prospective, voilà, avec dedans des compétences effectivement qui vont avec. Point particulier, nous, l'antenne de Marseille dépend bien sûr de la division investigation, quelques enquêteurs dans la salle, je crois. Voilà. Et puis bien sûr, je parlerai en 2 mots du portail gendarmerie.fr qui permet 24 heures sur 24 à travers la brigade numérique, parce qu'on a une brigade numérique en gendarmerie, qui permet d'être en relation en permanence pour tout citoyen avec la gendarmerie nationale pour tout type de sollicitation. Cette brigade numérique ensuite renverra sur les services compétents ou apportera des solutions aux sollicitations des uns et des autres. Voilà un peu comment on s'est adapté à ces nouvelles crises. Une grande institution qui a historiquement a su s'adapter, en tout cas aujourd'hui est complètement en phase avec son temps. Et je vais, là je suis du côté des forces de l'ordre, mais je vais passer la parole à votre adversaire. Je plaisante bien sûr. Julien Valiante, ouais. Qui est hacker professionnel, c'est pas comme ça qu'on devrait dire, hein. Il est hacker éthique, hein, s'entend. Quel conseil, Julien, prodigueriez-vous à notre auditoire pour limiter la casse ? Bon, j'ai la casquette du délinquant, hein, je l'assume. Alors, tu fais la red team. C'est toujours très, très intéressant ces choses-là parce que c'est notre activité avec un H, c'est justement de réaliser ces crises en fait. Vous savez, c'est comme quand on est gamin et qu'on joue avec les fourmis dans la fourmilière. Et alors, je reprends un petit peu les choses qui ont été dites et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui est important. Nous, quand on conduit justement des actions qui sont offensives, alors, je rassure tout le monde, hein, on le fait pour des clients qui le veulent, hein, c'est pour leur bien, on le fait ça entre amis et on évite justement
justement de faire des dégâts derrière. Mais le but, c'est d'essayer d'amener l'organisation en face au travers de failles qui sont d'abord, de prime abord, techniques, puisque c'est par là qu'on rentre. C'est pour ça que c'est très intéressant cette notion de crise d'origine cyber, puisque c'est vraiment l'origine du point d'entrée. Mais après, l'objectif de l'attaquant, c'est vraiment que ça devienne la crise la plus importante possible. Et on va essayer de faire en sorte que l'organisation en face soit celle finalement qui donne cette dimension de crise la plus importante possible, par notamment sa non-préparation à ce genre d'événement. Il y a forcément, ça c'est classique, dès qu'on est dans une phase de crise, de toute façon, on doit débrancher son cerveau et puis on doit appliquer des procédures. Parce que si on commence à raisonner, c'est trop tard, il fallait réfléchir avant. Donc, s'il n'y a pas eu la bonne préparation derrière, forcément, les décisions qui vont être prises, surtout les décisions dans les premiers temps, parce qu'on sait que la crise en face, d'abord, nous, on prépare le terrain, on recueille des informations, des renseignements qui nous permettent de savoir quelle est la topologie de l'organisation, quelles sont la diversité des systèmes qu'il y a derrière, est-ce qu'il y a des systèmes experts. On sait que s'il y a des systèmes experts, par exemple, l'organisation va avoir une hotline qui va se compter au premier jour ouvré qu'il va y avoir après. Donc si on fait une attaque le vendredi, on sait que le support technique de l'entité, comme c'est un gros système expert, ça n'arrivera pas avant le lundi, sauf moyen particulier, etc. Donc tous ces renseignements vont permettre de savoir quelle est la temporalité des choses qu'on va pouvoir conduire et quelles sont les zones d'ombre pour l'organisation elle-même par rapport à sa compréhension des choses, à sa dépendance avec des sous-traitants, avec des experts, etc. Et toutes ces zones d'ombre et toutes ces mauvaises décisions qui vont être prises, parce qu'au départ, ça va être des incidents de sécurité, des incidents techniques, il y a un truc qui ne marche pas bien, il y a un bug bizarre, et après, au fur et à mesure, il y a des escalades. Mais avant que ça escalade jusqu'à la cellule de crise, il va y avoir tout un tas de gens qui vont prendre des décisions, qui vont choisir d'arbitrer des trucs. Par rapport aux décisions qu'ils vont faire, ça va donner des renseignements par rapport à la préparation et à la conduite qu'on va pouvoir faire derrière des actions. Donc c'est très intéressant parce que nous, dans la pratique, on se rend compte que finalement, c'est l'organisation qui donne la criticité la plus importante par rapport à sa crise. Nous, on est juste là pour rajouter du bois dans le feu et faire quelque chose de plus important. Mais ça veut dire aussi que la crise cyber, la crise d'origine cyber, elle doit se préparer en amont. Et que l'attaquant, il a toujours l'impression qu'il est plus fort que l'adversaire, ça systématique. Donc ça, c'est une faiblesse qu'a l'attaquant et que le défenseur doit prendre en compte et faire en sorte de pouvoir lui aussi recueillir des informations par rapport à la dimensionnement de l'attaque et de pouvoir le rediriger vers des endroits, comme on appelle par exemple des pots de miel ou d'autres choses, qui vont déjà faire perdre du temps à l'attaquant. Parce que nous, on va s'intéresser, on va dire « Waouh, ils ont un truc comme ça va être super ». On va nous mobiliser des efforts là-dessus et on sait que on le sait pas, mais ça va être un cul-de-sac. Et pendant ce temps-là, le défenseur va avoir tout le temps de faire chose. Alors c'est une vraie bataille qui se livre et c'est en soi c'est passionnant, mais c'est quelque chose. Du coup, nous, c'est l'accompagnement qu'on fait à nos clients, on les aguerrit à ça. Parce que c'est vrai que tant qu'on n'a pas suivi une crise, on ne sait pas de quoi on parle. Et il vaut mieux subir une crise maîtrisée, contrôlée, pour voir un petit peu, et du coup mettre sur pause à un moment et de dire voilà, bon là on va faire un état des lieux, donc vous voyez ça a permis de faire ça c'est comme ça, etc. Qui va permettre du coup après d'avoir des bonnes réactions au bon moment. Parce que l'attaquant, lui, au contraire, il est entraîné. Et là, vous avez dit quelque chose qui est du miel aussi. On parlait de pôle miel pour Kevin Edon. Vous parliez de préparation. Justement, l'ANSSI, c'est aussi une de ses missions principales, essentielles. Oui, effectivement. Donc l'agence est une agence à vocation exclusivement défensive pour le coup. Et effectivement, le judiciaire est porté par d'autres entités notamment. Et dans la vocation défensive, il y a la réaction à l'incident, mais il y a aussi beaucoup la prévention. Sous plein de formats différents, et notamment un des formats, c'est le format guide. C'est le fait de partager auprès d'autres acteurs de la vie économique, de la vie publique, le fruit de l'expérience de l'agence alors qu'elle a interagi sur de nombreux incidents, sur ce que j'ai appelé tout à l'heure des opérations de cyberdéfense, voire plus. Et je suis jaloux de ceux qui sont aujourd'hui DSI ou RSSI, parce qu'à l'époque, j'aurais adoré l'avoir, mais ça n'existait pas encore, donc on l'a construit nous-mêmes,
il y a une collection gestion de crise qui a été publiée par l'ANSSI. Il y en avait un qui existait depuis quelques temps et les 2 autres documents sont sortis à la fin de l'année dernière, qui visent vraiment des termes finalement très accessibles à faire monter en compétences ou aider les entités qui sont en charge de ces sujets-là à monter en compétences. Un des guides, c'est gérer une crise d'origine cyber. Un autre, et pour ça quand je disais les équipes en charge, c'est pas que des équipes IT. Le deuxième guide, c'est comment communiquer en cas de crise d'origine cyber. Et donc là, on parle aussi à destination d'équipes dites de communication ou autres. Et c'est là où on reprend cette notion à la fois de vous avez des éléments qui existent déjà dans votre communication et il y a des spécificités, voilà comment on peut vous aider. Et le troisième, et ça fait bien un écho à ce que vous disiez à l'instant, qui est le premier dans le timing de parution, c'est comment organiser un exercice de gestion de crise d'origine cyber. Et ce que j'aime beaucoup dans ce document aussi, c'est qu'il parle à la fois des manières de l'organiser, mais il parle aussi des fausses bonnes idées. Les fausses bonnes idées, vous savez, c'est le truc où vous dites c'est bon, j'ai tout compris, je vais y aller, puis en fait vous tapez pile là où il ne faut pas. Et typiquement, un grand classique de l'exercice de gestion de crise cyber en termes de fausses bonnes idées, c'est je pars tout de suite toute blinde et j'organise un exercice super compliqué avec 3 équipes, avec la paralysie simulée potentiellement, voire pire, du système informatique. Non, non, non. Au départ, commencez très simple. Allez, on se retourne autour d'une table et autour de la table, on va se poser la question de qu'est-ce qui se passe si. Et on va déjà voir si ça veut dire quelque chose. Typiquement, une phrase grand classique, c'est on coupe le PC du réseau. Ça veut dire quoi concrètement? Et ça, en fait, quand vous avez les informaticiens en face de vous, ils vous regardent et disent mais en fait, ça, il faut vraiment qu'on dise ce que ça veut dire parce qu'on n'a pas forcément les outils ou alors on ne va pas forcément faire ce qu'il faut. Donc, commencez petit et au fur et à mesure, amplifiez votre exercice de gestion de crise et préparez-vous effectivement sous les différents angles. Donc là, vous avez vraiment une ressource particulièrement précieuse dans la guide de l'ANSSI, qui est cette collection qui est assez courte, hein, chaque document est assez court, avec des conseils pratiques, qui sont donc préparés un exercice de crise d'origine cyber, gérer une crise d'origine cyber, et communiquer en temps de crise d'origine cyber. Vraiment, là, vous avez 3 thèmes qui sont particulièrement intéressants à lire. On parlait de se préparer. Un des aspects aussi où il faut qu'on arrive à se préparer, et là, je pense qu'on a tous besoin d'un changement de paradigme, c'est que énormément d'entités pensent prévention quand elles pensent cybersécurité. Elles pensent ça ne doit pas arriver. Je vous le dis tout de suite, vous avez perdu. Ça arrivera. La question, c'est à quel point vous êtes préparé au moment où ça arrive. Et ça, c'est aussi une bonne nouvelle. J'ai essayé d'annoncer quelques bonnes nouvelles aujourd'hui. Celle-là en fait partie. Parfois, ça coûte quand même beaucoup plus cher de passer du stade 18 au stade 19 de la prévention que de passer du stade 0 au stade 1 de la réaction à incident. Finalement, démarrer là où on n'a pas encore commencé, c'est la partie préparée à la réaction à l'incident. Ça coûte souvent pas très cher et ça fait énormément de progrès qui auront vraiment un impact le jour où ça arrive. Et quand je vous parlais de changer de paradigme, là où il va falloir qu'on arrive à le changer aussi, c'est dans l'esprit de ceux et celles qui tiennent les murs aujourd'hui, donc des RSSI, des DSI, voire des élus numériques aussi parfois, parce que très souvent, ces personnes vivent comme un échec, une attaque qui passe, qui réussit. Et là, on a vraiment un sujet à faire évoluer, parce que pour moi, l'échec, c'est pas que l'attaque réussisse. Alors, si l'attaque réussit tous les jours, oui, c'est un échec, on est bien d'accord. Mais si c'est une attaque de temps en temps, c'est pas un échec. Par contre, l'échec, ça serait de mal le gérer. Et donc, il faut vraiment qu'on inclue dans les fiches de poste, alors dans un document, c'est facile, mais aussi dans les esprits des gens, que la fiche de poste de l'équipe IT, de l'équipe InfoSec, des personnes qui sont en charge de ça au niveau de la gouvernance, c'est pas d'éviter que ça arrive, c'est de limiter l'occurrence, de limiter l'impact et de savoir les gérer le jour où ça arrive. De manière à ce que les RSSI, et moi j'en ai beaucoup croisé en collectivité notamment, qui l'ont vraiment vécu comme un énorme échec personnel, alors qu'en fait, ils ont quand même plutôt bien géré la crise après, ils ont aidé leurs élus à bien les gérer. Donc ce n'est pas un échec, ils ont fait leur boulot. Certains, pas tous, hein. Ils ont fait leur boulot. Je regarde celui qui est en face là. Donc effectivement, gardons ça à l'esprit, il faut se préparer, et ça tombe bien, vous avez aujourd'hui des ressources immédiatement accessibles, notamment celles sur la collection de gestion de crise d'origine cyber. Et là, pour le coup, je le disais tout à l'heure en substance lorsque je vous ai présenté, Xavier Noïg, aujourd'hui, vous n'êtes plus à la métropole, vous êtes dans un service important, hein, c'est un service de secours. Les gendarmes font partie de ces institutions qui sont là au profit de nos concitoyens. Quand vous êtes arrivé
au SDIS 13, vous aviez en tête encore cette cyberattaque et vous vous êtes posé la question, c'est ça? Absolument. Donc, comme on dit, un chat échaudé craint l'eau froide. Donc, voilà, je suis arrivé sur une nouvelle structure. Évidemment, on a commencé par faire du préventif, c'est-à-dire tout de suite revoir les politiques de mots de passe, les mots de passe administrateurs, les vérifier, checker toutes les sauvegardes, etc. On va dire le basique qui n'est pas souvent très bien fait. On a passé un premier audit ANSSI via notre organisme de tutelle qui est la Direction Générale de la Sécurité Civile, qui suit tous les SDIS en France. Et donc ça nous a donné un premier curseur qui n'était pas très bon, il faut le dire, pour avancer. Le plus important, ça n'a pas été vraiment ça en fait, parce que derrière tout ça, il y a des budgets et il faut en fait bien expliquer ce que c'est une crise cyber et donc une crise métier. Et pour ça, emporter en fait la maison sapeur-pompier du 13 dans cette histoire. Pour ça, en fait, il faut leur parler au cœur, c'est-à-dire vraiment de ce qui peut arriver à leur métier en fait, si on est attaqué via une crise cyber. Et là, donc, tout simplement, voilà, on a plus de 18 et 212, comment ça se passe? Vous avez plus de système opérationnel, comment ça se passe? Vous pouvez plus payer vos gens, comment ça se passe? Etc. Et en fait, donc, moi, la première chose que j'ai faite, c'est faire un rétexte de ce que j'avais vécu au cadre du SDIS, pour leur faire prendre conscience, en fait, de l'énormité de ce que ça représente pour une structure, et pour une structure qui en plus rend du secours aux gens, quoi. Donc on est un service public, on se doit de rendre des secours de la meilleure façon et de la meilleure qualité possible. Et une attaque cyber, ça met vraiment en danger cette institution. Donc première chose vraiment que j'ai souhaité faire, c'est ce rétexte et cette prise de conscience. Donc, ça a bien fonctionné. Derrière, on a pu avoir un plan de transformation digitale qui incluait une partie cybersécurité. On a pu commencer à faire des choses. Mais ça ne s'arrête pas là, il faut sans arrêt faire de la pédagogie à travers des campagnes d'information. Voilà, on va bientôt monter un exercice cyber, donc de cyberattaque, pour voir comment tout le monde réagit. Donc voilà, c'était très important d'abord d'emmener avec nous le métier, pour leur faire prendre conscience des dégâts qu'il pouvait y avoir sur ce type de crise. Et j'ai souhaité même aller un peu au-delà, c'est-à-dire vraiment faire passer ce message à toute la profession. Donc on a lancé un mémoire au niveau de l'École nationale des officiers de sapeurs-pompiers. Et donc j'ai pris la direction de ce truc-là. C'est vraiment comment on gère une crise au niveau des SDIS, en parlant vraiment le langage pompier, quoi. Donc il y a 4 élèves qui ont planché là-dessus l'année dernière, qui ont fait un boulot super intéressant et qui ont fait des fiches pratiques en fait, à destination des directeurs de SDIS pour leur parler de leur métier. Et en fait, c'est assez facile parce que les sapeurs-pompiers, ils connaissent la crise, ils savent en gérer. Et ils ont tout un tas de documents. Donc voilà, crise, risque chimique, feu de forêt, tempête, etc. Donc ils ont ce métier de la gestion de crise. Il suffisait simplement en fait d'inclure la cybermenace comme étant une crise classique en fait, de leur côté. Et ils ont adapté leurs outils de gestion de crise qu'ils connaissent parfaitement, qu'ils connaissent par cœur même. Ils ont adapté ces outils-là à la crise cyber. Donc ce travail était assez intéressant et ça a permis vraiment de vulgariser en fait et de mieux leur faire comprendre ce que c'était une crise cyber. Alors, c'est pas gagné, il y a encore pas mal de boulot à faire, mais ce dont parlait tout à l'heure l'ANSSI, c'est tout à fait vrai, quoi. Il faut vraiment faire comprendre que c'est toute l'activité, tout le cœur de métier en fait, qui s'arrête quand une collectivité ou une entreprise est attaquée, quoi. Donc voilà. Bon, colonel, tout à l'heure, vous nous aviez donné un exemple, je crois, d'action judiciaire. Vous en avez d'autres en mémoire ? Écoutez, oui, alors effectivement, Christophe, tu m'as demandé de parler d'enquête. Alors c'est pas si simple que ça parce qu'on est tenu par le secret, tu le sais. Mais effectivement, des enquêtes en cours, il y en a un certain nombre. Alors je vais pas entrer dans le détail. On avait celles qui sont finies. Celles qui sont finies. Alors les enquêtes sont assez longues, mais effectivement, on a une enquête classiquement sur une mairie qui a été victime de ransomware, dont tout le système, dont tous les serveurs ont été bloqués, arrêtés. Donc
pour le citoyen, c'est lourd. Il y a des gens qui bénéficient d'un certain nombre de droits auxquels ils ne peuvent plus accéder. Donc ça, on le vit. On l'a vécu aussi avec une entreprise, dont je ne citerai pas le nom, mais victime donc d'une aspiration de ces bases de données clients, qui est victime d'un chantage, donc avec des conséquences sur son activité extrêmement lourdes. Voilà, donc on est sur ce type d'affaires et on rencontre ce que vous décrivez les uns et les autres autour de cette table ronde. On voit ce que ça peut donner pour les administrés ou pour l'activité des sociétés. Alors, bon, moi, j'ai un peu parlé de la méthode qu'on emploie, nous, quand on mène une enquête, une de ces enquêtes que je décris, puisque la méthode est toujours un petit peu la même. Hein. Alors, tout d'abord, il faut qu'on ait une plainte. Ça, c'est important, effectivement, pour que... oui, c'est pas systématique. Donc, j'insiste là-dessus. Ce qui est assez naturel pour une collectivité locale, hein, qui se retourne facilement vers nous, est moins vrai pour un grand nombre d'entreprises. Alors, on peut le comprendre. Hein, il y a des risques d'image, des risques de réputation qui sont pas négligeables, ou la volonté de protéger, effectivement, le patrimoine informationnel de la société. Bon, il y a ces fameux chiffres que je recite d'une étude récente pour les ransomware, par exemple, qui évoque qu'une entreprise sur 267 porte plainte, ce qui est faible, et que 25% des entreprises paient la rançon lorsqu'elles sont victimes de ransomware. Voilà, et lorsqu'il y a une dépôt de plainte, il faut le faire dès la commission des faits. Pour nous, c'est fondamental, parce que malgré tout, on est tenu, nous, par un certain nombre de contraintes, et on a besoin des indices qui se trouvent sur la scène de crime, pardonnez-moi, numérique. Il faut qu'on relève l'intégralité des traces qui sont laissées par les auteurs. Ça, c'est un point fondamental. Donc nous, on analyse les supports numériques, les serveurs, les ordinateurs, les téléphones, les objets connectés, bien entendu, pour travailler sur les logs de connexion qui vont permettre éventuellement d'identifier l'adversaire. Évidemment, alors tout cela ne garantit pas le succès. Hein. Sur les ransomware, on identifie à peu près 30% des souches seulement. Nous procéderons ensuite aux auditions des directeurs de société, des RSSI bien sûr, du responsable de la collectivité lorsqu'elle est une collectivité publique, des techniciens informatiques et de tous les témoins. Là, on est sur l'enquête traditionnelle qui peuvent nous éclairer. Et dans la mesure du possible, nous attendons d'eux ou de vous qui nous expliquent l'incident, bien sûr, son déroulé, leur intervention depuis les faits, comment est construit le système informatique de la société, les droits utilisateurs et administrateurs, les prestataires informatiques extérieurs et leurs solutions logicielles qui sont parfois effectivement source de compromission, les soupçons aussi de complicité interne et externe, parce que le facteur humain est quand même fondamental dans ces crises ou dans ces événements, l'évaluation du préjudice bien sûr, le dispositif assurantiel, et puis les attaques qu'ils ont déjà subies. Bon, bien sûr, si le système est corrompu, existe-t-il une sauvegarde? Question fondamentale. Alors ça peut paraître basique, mais c'est un point déterminant de la poursuite d'activité de la société ou de la collectivité. Mais on trouve, nous, dans nos enquêtes ou dans nos interventions encore très souvent, des sauvegardes partielles ou trop anciennes, y compris pour des structures qui sont importantes. Donc si nous parvenons à identifier l'attaquant, ce qui n'est pas si simple, nous travaillons avec les différents opérateurs fournisseurs, hébergeurs d'accès, souvent dans le cadre d'une coopération internationale, d'une DPI en lien avec Europol, bien entendu, et en lien avec nos homologues des pays coopératifs. Parce que, comme vous le savez, là aussi, c'est pas si simple que ça. Voilà. Donc, on a aussi, nous, un objectif qui est quand même fondamental, c'est d'interpeller les auteurs. Notre rôle est là. C'est-à-dire que, donc, in fine, lorsqu'on a pu identifier un attaquant, eh bien, on utilisera des moyens là, qui sont beaucoup plus traditionnels pour aller le chercher, que ce soit ici ou enfin, sur le territoire national ou à l'étranger. Voilà un petit peu comment se déroule. Alors, c'est long, c'est aléatoire. Une enquête à minima, c'est une durée de 6 mois. Mais on a quelques succès et comme on est quand même sur des individus ou des groupes d'individus qui procèdent par sérialité, ça nous permet de résoudre un nombre de faits relativement important. Voilà. Quand ces cybercriminels sont tous unis derrière le logo de l'argent, enfin le quantum financier, tout va bien, mais il arrive aussi qu'ils s'étripent sur des questions de morale géopolitique. Julien Conti. Alors, oui,
va dire, l'attaquant profite de toutes les opportunités qui s'offrent à lui. On l'a eu par exemple avec la mise en œuvre du RGPD. Bon, c'est un truc très bien, le RGPD, vraiment, enfin, moi personnellement, en plus, j'en suis fan, je trouve qu'il est bien écrit. Mais avant le RGPD, quelqu'un qui s'introduisait dans un système et qui voulait des adresses mail, bon, ça se vendait dans le marché noir, mais ça n'avait pas beaucoup de valeur. Après le RGPD, du coup, on peut commencer à faire chanter l'entreprise parce qu'il y a des pénalités qui sont prévues, il y a des class actions qui sont possibles, il y a une atteinte potentielle sur l'image. Donc là, du coup, l'attaquant peut en tirer un plus gros profit. Alors, effectivement, dans les crises de manière générale qu'on a, et là notamment la récente là, avec la Russie et avec l'Ukraine, un des événements, en tout cas pour nous, qui a attiré le plus de notre attention, c'est pas forcément tout ce qui est lié à la cyberguerre, parce que bon, il peut y avoir des organisations qui peuvent être ciblées, on va dire, pas plus que d'habitude, pas moins que maintenant. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé avec le groupe Conti. Conti, c'est un groupe de cybercriminels très connu, qui est à l'origine de pas mal de rançongiciels. Et en fait, ce groupe-là, à partir du moment où il y a l'invasion en Ukraine par la Russie, il a déclaré, on va dire, son soutien à la politique de Poutine. Sauf que le problème, c'est que ce groupe Conti, à la base, c'est un groupe qui a été créé par des Ukrainiens. Donc les Ukrainiens, à l'origine de ce groupe-là, quand ils ont vu ça, ils se sont froissés. Désolidarisés. Exactement. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un leak, ils ont fait fuiter des informations internes. En fait, ils ont fait le Edward Snowden des groupes cybercriminels. Donc là, aujourd'hui, pendant qu'on parle, vous pouvez aller sur des sites internet et télécharger l'ensemble des communications, des échanges par messagerie instantanée de ce groupe-là, notamment qui parle, si on décortique un petit peu, il parle de beaucoup de bugs qu'ils rencontrent justement dans le logiciel qui sert à déchiffrer les fichiers chiffrés par le ransomware. Donc ils ont des bugs et leur support technique avoue que ils n'ont pas mis beaucoup d'efforts pour réaliser le décrypteur, à l'inverse du crypteur. Donc du coup ils sont un petit peu embêtés. Donc c'est une mauvaise idée de payer les rançons, parce que là on a la preuve que ça paye pas forcément. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fuité les codes sources justement de certains rançongiciels et des outils qui servent à coordonner les victimes entre elles. Donc là, aujourd'hui, ça c'est un risque qui est très important qui pèse sur nos organisations, c'est le fait que se retrouvent dans le domaine public, on va dire, des outils offensifs d'une bonne qualité, parce que c'est un groupe qui était connu pour sa qualité, et qu'aujourd'hui, n'importe quel autre petit groupe cybercriminel va pouvoir utiliser pour pouvoir développer des choses. Donc nous, on a sensibilisé nos clients par rapport à ce risque-là, sachant que c'est ce genre d'événement qu'il faut aussi veiller dans le cadre d'une crise. C'est-à-dire que la gestion d'une crise, c'est pas forcément au moment où on passe dans la cellule de crise et qu'on commence à contacter tout le monde en disant « au secours, il y a le feu ». C'est aussi anticiper les événements, les signaux faibles, les différentes choses qui vont pouvoir amener ça. J'ai la conviction que une bonne gestion de crise, elle se fait par des niveaux, en fait. On monte au fur et à mesure les niveaux de cette crise-là. Il y a des crises qui peuvent ne pas sortir du niveau, on va dire, support technique classique, parce que c'est un incident où ça passe en crise, mais on est formé, on est sensibilisé et on sait comment gérer ce type de crise. Et quand ça arrive jusqu'en haut, finalement, c'est un peu l'échec. C'est-à-dire qu'on aurait pu descendre ça. C'est un petit peu comme on l'a avec Alerte Vigipirate, etc. On ne va pas rentrer dans des couleurs juste incroyables. À un moment, il faut aussi définir quel est le Je te niveau demande de maximum. conclure, Julien, parce qu'on est en train d'entamer la table ronde suivante. D'accord. Bon, juste pour conclure, je dirais que la sécurité d'une cité ne se mesure pas à la hauteur de ses remparts, mais aussi au caractère des citoyens. Et c'est important de partager cette culture de la protection des systèmes d'information. En tout cas, merci messieurs. Je suis vraiment désolé, mais on a tellement développé cette table qu'on est en train de déborder sur celle qui suit. Alors, merci pour votre participation. Merci aussi pour ces éclaircissements sur la gestion de crise. Vous l'avez vécu, vous nous avez partagé votre sentiment. Nous l'avons vu sous tous les angles, je pense, autour de cette table ronde. En tout cas, merci pour votre participation qui, je pense, a éclairé notre public sur la gestion de crise. Merci messieurs.